Bonjour et bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis Estelle Christelle. Il est écrit dans Somme 50, verset 15 et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bonjour Odile et bonjour à vous Ernest et Virginie. Bonjour Estelle et bonjour à vous Virginie. Bonjour chers amis. C'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons avec vous ce moment de témoignage. Alors il est écrit dans le livre de Proverbes 4, versets 1 et 2. Écoute mon fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Amen. Bonjour Ernest. Bonjour Odile. Bonjour à vous Estelle et à vous Virginie. Bonjour chers amis. Soyez les bienvenus à votre émission La piscine de Bethesda. Pour débuter notre émission, écoutons cette belle louange à Dieu. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre invitée spéciale est la sœur en Christ, Nadia Laetitia Andjouga, directrice de l'émission La piscine de Bethesda. Bonjour Nadia, comment allez-vous? L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir. Soyez le bienvenu. Veuillez vous présenter afin que nous puissions mieux vous connaître. Bonjour sœur Virginie, bonjour à vous frère Patrick et bonjour sœur Odile. Je vous remercie déjà de me recevoir dans le cadre de l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Nadia Laetitia Andjouga, membre de l'église adventiste du 7e jour communauté des Foulanes et directrice de l'émission La piscine de Bethesda. Sœur Nadia, l'année dernière au mois de septembre, vous avez échappé par la grâce de Dieu à une agression par celui-là même qui s'est proposé être votre taximan. Pouvez-vous nous parler de l'itinéraire que vous devriez emprunter tous les jours de votre domicile à votre lieu de service? Je travaillais à l'université catholique de Messa et
je vivais à Le Boudi, c'est après le quartier Colbison sur la route d'Okola. Alors mon itinéraire de chaque matin et de chaque soir était, le matin je quittais de Le Boudi pour soit Mokolo, soit le carrefour Mec, où j'empruntais encore un taxi pour mon lieu de service. Et le soir c'était pareil, soit je prenais un taxi pour Mokolo ou le carrefour Mec, et arrivé encore à cet endroit, je prenais maintenant un taxi directement pour mon domicile. Quelles étaient les circonstances de votre rencontre avec le taximan? Alors un soir, il pleuvait. Il pleuvait grandement, je rentrais du travail. Étant donné que je vis très loin, il était obligé pour moi que j'entre dans la pluie. Alors je prends mon taxi pour Mokolo. Arrivé à Mokolo, je ne parviens pas à avoir de taxi pour aller à Le Boudi. Je prends une moto qui me laisse au carrefour Mec. J'arrive au carrefour Mec sous la pluie. Il est encore difficile d'avoir un taxi. À cet instant, on se rabat sur les motos. Et c'est là que je prends une moto. Je rencontre un motoman. Je lui dis qu'il me laisse à Le Boudi. Je lui propose 500 francs. Il me dit pas de souci. Il me prend et il prend une personne qui s'arrête au carrefour Colbison. Et cette personne lui propose 200 francs. Pendant qu'il nous transportait, c'est où il me dit, mais c'est une erreur que j'ai faite. Comment est-ce que je peux accepter de te transporter directement pour Le Boudi à 500 alors que je pouvais porter 2 personnes pour Carrefour Colbison. 200, ça fait 400. En revenant encore, je porte 2 personnes, ça fait 400. Et en un tour, j'ai le double en 2 tours, j'ai le double de ton argent et ça va plus vite. Or, toi, tu vis très loin. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu de cette façon-là que je rencontre ce motoman. Un jour, il vous a proposé d'emprunter un raccourci. Mais à votre grande surprise, il avait pris une piste qui ne conduisait nulle part. Quelle était votre réaction ainsi que la sienne? Alors ce même soir, donc, pendant qu'il me transporte, je supplie, quand il dit qu'il va me laisser au carrefour Colbison, je supplie, je lui dis, toi-même tu vois, sous cette pluie-ci, je vais encore avoir facilement une moto ou un taxi. Comment? Pour pouvoir me raccompagner à la maison. S'il te plaît, comme je suis montée là, s'il te plaît, raccompagne-moi seulement. Nous sommes arrivés au carrefour Colbison. Il a voulu me déposer. Lorsqu'il a voulu me déposer, j'ai encore supplié, s'il te plaît vraiment mon frère, ne me laisse pas là sous la pluie. Il était 21h par là. Il me dit d'accord, on va donc prendre un raccourci qui mène à Le Boudi. Dans mon esprit, je me dis, pour aller à Le Boudi, sincèrement, par la route que nous sommes venus, c'est-à-dire venant de Mec, il y a une seule route possible. Passer par le carrefour Colbison, aller tout droit, les quartiers environnants, là, Karamba, Béatitude. Mais quand il me dit qu'il y a un raccourci, le seul raccourci à mon attendement que je connais, c'est plutôt par Mokolo, qu'on pouvait emprunter une autre route qui passait, qui pouvait nous permettre d'arriver à Le Boudi. Alors lorsqu'il me dit qu'on va prendre un raccourci, je lui demande lequel. Il m'indique une route là vers la gendarmerie, une Colbison. Une route d'ailleurs que je maîtrise parce que je sais que cette route, au contraire, elle conduit, elle ramène encore les personnes du côté de Carrefour Mec, ce raccourci. Je lui dis, ah bon, il y a un raccourci là-bas? Il me dit oui. Allons-y alors. Bon, j'ai accepté partir avec lui parce que dans mon esprit, je connaissais cette route et je sais que là-bas, il y a une seule route possible et cette route-là ne ramène qu'au Carrefour Mec. On emprunte donc la route. Lorsqu'on emprunte la route, il veut prendre une allée que je ne connais pas. C'était centré dans la brousse, il y avait les champs des gens, il n'y avait plus de maisons, il n'y avait pas d'électricité, c'était déjà obscur. Nous étions pratiquement les seuls là sur ces routes. C'est à cet instant que je lui dis non mon frère, s'il te plaît, moi je ne peux plus passer par là. Parce que dans mon esprit, je me dis, je ne connais pas cette route. Là où il m'amène, là, moi je ne connais pas. Il se fait tard, on ne se connaît pas. Où est-ce que je vais avec lui? C'est où, bon, ne voulant pas lui montrer que j'ai peur, je lui ai fait comprendre que je connais la route que tu veux prendre. Si en fait, cette route-là, lorsqu'il pleut, il y a trop de boue, il y a trop de ravins.
Mon frère, moi je peux pas accepter qu'on passe là-bas à moto dans la nuit en plus. Laisse, ramène-moi au Carrefour Colbison, je vais te payer ton argent, je vais me débrouiller ailleurs. Il me dit non. Comment tu peux dire? Il te dit que moi, comment tu peux dire que tu connais cette route? Il te dit que je connais cette route, mon frère. Je connais très bien. Oh, dans mon esprit, vraiment, je ne connaissais pas. Mais je voulais lui faire comprendre qu'en fait, je n'ai pas peur. Mais curieusement, il a compris mon jeu. À cet instant, il me dit, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Parce que moi, je te conduis quelque part, je vais te ramener à la maison en passant par un raccourci. Et toi, tu refuses de passer par le raccourci parce que tu prétends qu'il y a la boue à l'intérieur. Tu es déjà passé là quand. Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Moi, je ne suis pas de ces taximans-là, de ces motomans-là qui agressent les gens. Lorsqu'il a encore dit ça, ça m'a encore paru bizarre. Je lui ai dit non, mon frère, je ne parle pas d'agression ou de quoi que ce soit. Moi, je parle de l'état de la route avec la pluie qui est en train de tomber. Chemin faisant, pour gagner votre confiance, il s'était mis à causer avec vous et par la suite, il vous avait fait une proposition. De quoi était-il question et quelles étaient les clauses? C'est où j'ai dit s'il te plaît, ramène-moi en Colbison. Il m'a ramené en Colbison. Lorsque je lui donne donc les 500 francs que j'avais parce que je n'avais pas de pièces pour lui donner 200, il me dit qu'il n'a pas de monnaie. On se met à cafouiller la monnaie, là on ne trouve pas. Bon, j'ai voulu lui dire, reste donc avec les 500. Après, il me dit, bon, tu es une fille gentille, tu es patiente, laisse, je vais te raccompagner à la maison. Et c'est comme ça qu'on a repris la route sur la moto, pendant qu'il pleuvait toujours jusqu'à le Boudi. Le jour suivant, lors de vos échanges, il vous avait fait une révélation. De quelle révélation s'agit-il? Chaque temps, il me mettait en confiance chaque soir avec ces histoires qu'il me racontait, des fois où il trouvait des gens avec des ossements humains. Il me racontait des histoires de mototaximans qui agressaient les jeunes dames qu'il transportait, qui les tuaient, mutilaient et tout et tout. Ce sont ces histoires-là qu'il me racontait, ce sont ces révélations qu'il me faisait. Je dirais chaque fois qu'il me portait, il avait toujours une histoire de ce genre à me raconter. Pendant la route, c'est où il se met à me poser des questions. Tu habites à Le Boudi et tu travailles où? Je lui dis je travaille à Messa. Et il me dit tu quittes de Le Boudi pour Messa chaque matin, chaque soir. Je lui dis oui, mais c'est loin. Je lui dis c'est vrai, mais on ne peut rien y faire, c'est le travail. Je me bats ainsi. Oui, il me dit, avec les pluies qui sont en train de tomber, là nous sommes en saison pluvieuse, il te faut quelqu'un qui va te transporter chaque matin et chaque soir. C'est plus rassurant pour toi, ça va t'éviter de te retrouver à 21h dehors. Sa proposition m'avait l'air intéressante. Je lui ai dit d'accord, je vais y réfléchir, je vais y penser. Et lorsque nous sommes arrivés à Le Boudi, dès qu'il m'a déposé à l'entrée de la maison, je lui ai demandé son numéro de téléphone que j'allais rappeler le lendemain. J'ai pris son numéro de téléphone et le lendemain, donc, je l'ai rappelé. Le lendemain en soirée, je l'ai appelé lorsque je quittais le travail. Je l'ai appelé qu'il vienne me prendre à Mokolo. Je suis quittée du travail à 18h, je suis arrivée à Mokolo. À peine 10 minutes, il est arrivé. Quand il m'a donc porté, je lui ai fait comprendre que j'ai réfléchi à sa proposition qui me paraissait très bonne. Et je lui ai dit, est-ce qu'il pouvait alors me transporter chaque matin, chaque soir à Mokolo? Il venait me laisser le matin à Mokolo au niveau de Santa Lucia et le soir, il revenait me prendre comme point de repère à Mokolo, toujours au niveau de Santa Lucia. Et le matin, il me prenait à la maison, devant la maison à 6h30. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. On a causé en termes de rendement chaque fin du mois. On s'est accordé sur une somme que j'allais lui donner. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me transporter. Il m'a ramené ce soir et le lendemain à 6h30, il était déjà à l'extérieur. Il m'a appelé qu'il est déjà là, il m'attend. Est-ce que je suis prête? J'ai dit oui, je suis montée. Et il a commencé à me transporter donc chaque matin et chaque soir de la maison pour mon lieu de travail. Vous ayant convaincu qu'il était votre cousin et donc inoffensif, et sachant que vous le preniez comme tel, il décide de mettre en exécution son projet d'agression. Que s'est-il passé ensuite?
Il était un peu trop bavard. Il parlait beaucoup et il posait trop de questions. Pendant qu'il me transportait les matins et même les soirs, tu vis avec qui? Je vis avec mon papa. Ton papa est quoi? Je dis Eton. C'est où il me dit, ah, il est Eton. Il est Eton d'où je donne le nom de mon village. C'est où il me dit, ah bon? Il commence donc à me citer les noms des personnes qui vivent aux alentours de notre maison, parce que j'habite au niveau de la chefferie dans mon village, en face de la chefferie. Il commence à me donner d'abord le nom du chef. Après, il me donne le nom des personnes qui sont aux alentours. Après, il me dit, le week-end dernier, il y avait deuil au village d'une élite, au village voisin. Une élite était décédée. Tu te souviens? Je lui dis, ah oui, c'est vrai, papa et moi, nous étions même à ce deuil. C'est où je dis, ah bon, donc ça veut dire que tu es de mon village. Comment est-ce que tu connais ces personnes-là? Il me dit, effectivement, je suis du même village que toi. Certainement, si on regarde même dans la famille, peut-être nous sommes cousins quelque part. Quel est le nom de ton grand-père? Je lui donne le nom de mon grand-père. Il me dit qu'il connaît très bien. Il suffit juste qu'il voit mon père et peut-être là, il va mieux se souvenir de ma famille. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Un jour, je vais t'inviter à la maison. Tu vas rencontrer mon papa. Il me transportait comme ça. Après, il me racontait des histoires. Un jour, il m'a fait une révélation disant que il n'est pas un moto-taximan. En réalité, il était un gendarme. Il travaille au service de renseignement. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. En réalité, quand je le vois dans la nuit comme ça, en train de travailler, c'est il est en train de poursuivre quelqu'un. Il travaille au service de renseignement. Où il a commencé à me raconter des histoires, des fois où il a transporté des personnes qui avaient des ossements humains dans leur sac. Et moi, de lui demander comment est-ce que tu fais pour savoir que tu as transporté quelqu'un qui a un ossement humain dans son sac. Il me dit, j'ai un appareil sur moi. J'ai un appareil sur moi qui me permet de détecter ça et qui me permet de détecter si quelqu'un a une âme. Et je lui demande dans une blague, et moi, qu'est-ce que tu as détecté que j'ai dans mon sac? Il me dit, non, tu n'as rien, mon appareil ne m'a pas encore signalé. Tu veux que je te montre mon appareil? J'ai eu peur, je lui ai dit non. Toutes ces histoires qu'il me racontait, toutes ces précisions qu'il avait sur les gens de mon village, il a réussi à me convaincre vraiment que j'étais sa cousine quelque part. Et c'est comme ça que la confiance a commencé à s'installer. Puis du coup, un soir, il vient me chercher en retard. Il était déjà plus de 19 heures passées. Il arrive à Mokolo, étant fâché. Alors, par gentillesse, je lui demande, parce que j'ai d'abord voulu me fâcher, mais quand je l'ai vu fâché, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu es fâché? Il me dit qu'il a des problèmes. Il a des problèmes et il a besoin d'argent. Il m'a dit que son épouse à la maison avait perdu son petit frère et il a besoin d'argent pour pouvoir soutenir sa femme dans ce deuil. Et bon, ne sachant quoi lui dire, je suis restée muette. Après, il me dit, je souffre comme ça alors qu'il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Et cette personne refuse de me donner mon argent. Moi, de lui dire, ah, si la personne ne refuse pas, peut-être la personne n'a pas l'argent qu'il te doit. La personne te doit combien? Mais la personne me doit 140 000. Et la personne m'a demandé de passer aujourd'hui, prendre 75 000 francs. Il me dit ça étant nerveux. Je lui ai dit, mais tu as les problèmes d'argent et quelqu'un te demande de passer prendre une avance sur les 140 000 qu'il te doit. Il te demande de venir passer chercher 75 000 francs. Et tu es toujours fâché. Va chercher d'abord les 75 000. Là, ça va permettre que quand la personne aura résolu son problème, ou bien quand la personne pourra avoir la totalité de ton argent, le reste de ton argent, la personne va te donner, mais déjà 75 000 sur 140 000, c'est une bonne avance. Il me dit, oui, tu as quand même raison, je vais aller prendre. Mais alors, pour que j'aille prendre ça, il me faut un témoin. Je lui demande un témoin comment. Il me dit, il veut un témoin qui va aller et va signer avec lui qu'il a perçu 75 000 francs de cette personne. Parce que la personne a l'art de mentir. Il est certain que lorsqu'il va prendre les 75 000 et qu'il va réclamer le reste de son argent, la personne lui dira qu'il n'a jamais eu un reste d'argent, que le jour-là, il lui a remis ses 140 000 francs. Bon, trouvant son approche vraiment juste, je lui dis oui, il faut aller avec quelqu'un.
faut aller avec quelqu'un. Et c'est là qu'il me demande qu'il veut aller avec moi. Le Seigneur va vous signaler tout de suite que vous êtes en danger. Et tout votre corps était en alerte. Comment cela s'est-il manifesté? Dès qu'il a demandé qu'il voulait aller avec moi, je lui ai dit non mon frère, moi je suis fatiguée, je sors du travail, je suis dehors depuis 6 heures. S'il te plaît, je veux rentrer me reposer. Il me dit non, je ne te demande pas grand chose. Et en plus même c'est sur la route de ta maison, c'est après ta maison là, le Boudi, mais devant la chapelle, puisque moi j'habite le Boudi à l'entrée Savonnerie. Il me dit le Boudi devant la chapelle, c'est un carrefour devant. Il me dit c'est à le Boudi, à la chapelle, le Boudi chapelle. Tu vas juste assister là, il me remet mon argent. Après je reviens te déposer à la maison. S'il te plaît, je voudrais que tu m'accompagnes. J'ai refusé. Il insistait. Après il m'a dit, donc après tout ce temps là qu'on a passé ensemble, tu ne me fais pas confiance jusqu'à ce point. Alors que moi je te transporte sur ma moto, tu es là derrière mon dos, je ne sais pas ce que tu fais derrière mon dos, mais je te transporte tous les jours. Et en plus même nous sommes des frères du village, donc tu ne peux pas aider ton frère. Je t'ai dit que quelque part tu pourrais même être ma cousine, parce qu'il faut vraiment que je cherche la parenté que toi et moi nous avons. Il a commencé à me dire des choses, je me suis mise à culpabiliser disant il a raison quand même, parce que on ne se connaît pas, mais lui il me fait confiance, il vient me prendre là à la maison, il me ramène la nuit, tout ça, je peux lui tendre une embuscade quelque part, mais il ne se doute de rien, il me porte avec toute confiance. Pourquoi moi je ne peux pas en retour l'aider, parce que ça c'est une aide, pourquoi moi je ne peux pas en retour aussi l'aider? Il ne me demande pas d'argent, il demande juste ma présence pour qu'on lui remette son argent dont il a vraiment besoin, et je rentre à la maison. Tellement il a insisté donc et que je culpabilisais, j'ai dit ok, je vais t'accompagner. Alors nous sommes partis. On a traversé l'entrée de ma maison. On est arrivé à l'entrée de cette chapelle-là. Dans mon esprit, moi je savais qu'on arrivait à l'entrée chapelle. Il récupère son argent là. Mais il reprend encore une autre entrée non goudronnée qui mène vers les champs, parce que nous également on va souvent là-bas, on va souvent au champ dans ce secteur-là. Cette allée-là mène vers les champs. Il roule. Il y avait quand même des maisons, il y avait des bars, il y avait la lumière. Moi, je ne m'inquiétais pas, en fait. Il continue de rouler, il roule. Lorsqu'on traverse le dernier bar, on entre dans l'obscurité. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de bar, il n'y a plus d'ampoule qui éclaire quelque part là. À cet instant, je me suis sentie bizarre dans mon corps. Immédiatement, j'ai attrapé froid. Je ne savais pas pourquoi. Alors depuis qu'on roulait, j'étais à l'aise. Mais immédiatement, j'ai attrapé froid. Je grelottais sur la moto. Et à ce moment-là encore, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Mes yeux sont devenus tout rouges. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux tout seul. Les larmes coulaient de mes yeux. Les larmes coulaient de mes yeux. Et je ne sais pas quelle force, par où cette inspiration en fait m'est venue. J'ai dit arrête-toi, ramène-moi à la maison s'il te plaît, ramène-moi à la maison, je ne vais pas bien. Il me dit à quoi? Je lui dis je t'assure que je ne vais pas bien, j'ai froid, ramène-moi à la maison, je t'en supplie, ramène-moi à la maison. Je ne vous mens pas, je ne sais pas vraiment comment cette inspiration est arrivée à cet instant-là. Je ne sais pas à quoi je pensais. C'est sorti là de ma bouche comme ça. Et il a arrêté dans la moto, il a garé, il est descendu. Je grelottais, moi-même je ressentais comment j'étais en train de grelotter, j'avais froid. Et les larmes ne cessaient de couler de mes yeux. Il a allumé la torche de son téléphone, il l'a braqué sur moi. Tu pleures? Je lui dis j'ai froid, je t'assure que j'ai très froid, ramène-moi à la maison. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, je ne sais pas. Mais subitement, j'ai froid. Je t'en supplie, ramène-moi à la maison. Je ne vais pas bien. Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu comment son esprit, son visage a changé. Et directement, il s'est saisi un peu de peur. Il tremblait lui aussi. Il a démarré la moto. Et il m'a ramené. Nous sommes quittés de là jusqu'à l'entrée chapelle. Il ne m'a plus adressé la parole. Dès qu'il m'a déposé à l'entrée chapelle et que je suis descendue de sa moto, je lui ai dit au revoir. Demain matin, tu viens me prendre. Excuse-moi parce que je n'ai pas pu t'accompagner à ton rendez-vous. Il est parti.
les larmes ont cessé de couler de mes yeux. Le froid s'est arrêté. Et c'est à cet instant que je me suis posé la question, où est-ce que j'allais? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'allais en fait? Quelle était votre réaction? C'est où je me posais donc ces questions. Où est-ce que j'allais, Seigneur? Qu'est-ce qui allait m'arriver là-bas? Pourquoi subitement j'ai commencé à avoir froid? Pourquoi subitement les larmes ont commencé à couler de mes yeux? Et c'est à cet instant que j'ai compris que l'Éternel m'a sauvé de quelque chose. C'était pas pour rien que tous les jours il me racontait des histoires de mutilage, d'agression, d'ossement humain. C'était pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il me disait des histoires, qu'il me racontait des histoires qui semblaient faire peur, mais pour me mettre en confiance avec lui. C'est pas pour rien qu'il m'a dit qu'il est un gendarme. C'est pas pour rien qu'il m'a dit que celui-là a un appareil qui permet de détecter ci et ça. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Que la première fois, il a voulu m'amener toujours dans une route bizarre. Et j'ai toujours eu ce même ressenti de rentrons où on est rentré. Il s'est fâché, il me disait toujours cette histoire de confiance et ceci. Voici encore qu'une deuxième fois, il m'amène dans une route bizarre, dans une affaire bizarre. Et je commence à trembler, à avoir froid, les larmes commencent à couler. Et c'est à cet instant que j'ai compris que Dieu m'a parlé. Dieu m'a délivré vraiment. Cet homme certainement m'amenait pour me tuer, pour m'agresser, pour me violer, pour me faire du mal. C'est ce que j'ai compris. Et le lendemain matin, je l'ai attendu quand même. Le lendemain matin, j'ai attendu son coup de fil. Il ne m'a pas appelé. Je suis sortie vers 6h40, 7h moins pour prendre mon taxi. Quand je suis sortie, je ne l'ai pas vu. En soirée, il n'est pas venu me chercher. Et depuis ce jour, il a arrêté de me chercher. C'est où j'ai compris qu'en réalité, cet homme voulait me faire du mal. Et Dieu, à 2 reprises, m'a sauvé. Dieu, à 2 reprises, m'a sauvé des mains de cette personne. Il voulait vraiment me faire du mal. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté à 2 fois pour me délivrer des mains de cet être vraiment méchant. Nous rendons grâce à Dieu qui vous a sorti sain et sauve de cette situation. Quelle leçon avez-vous retenu de cette expérience? Je rends grâce à Dieu. Sincèrement, je rends grâce à Dieu parce que il m'a délivré. C'est difficile de comprendre parfois par quoi nous passons. Comment est-ce que nous faisons pour arriver dans certaines circonstances. Mais l'Éternel m'a délivré. Je lui dis infiniment merci. Merci parce que au quotidien, nous rencontrons des personnes qui nous transportent comme ça et qui ont l'art d'emballer nos esprits. Et nous nous laissons parfois emporter, mais l'Éternel ne dort pas. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Avant que je prie pour vous, avez-vous un sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est à l'endroit de toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là qui se font transporter chaque jour, que ce soit nous adultes, que ce soit les enfants qui se font transporter chaque jour par des inconnus. Ma prière est que l'Éternel nous protège, que l'Éternel protège ses enfants, que l'Éternel nous délivre de ces personnes-là, ces agresseurs, ces personnes qui font dans le trafic d'ossements humains, parce que c'est ce que nous sévissons de nos jours. Que l'Éternel continue de nous protéger, qu'il continue de nous délivrer des mains de l'ennemi. C'est ainsi que je prie. Amen. Nous prions. Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es notre protecteur et notre souverain bien. Tu es notre berger et notre roc. Je sais déjà, ô Éternel, que tu sauves ton loin. De ta sainte demeure, tu exauces les cieux par le secours puissant de ta droite tous ceux qui invoquent ton nom et te craignent. Ta gloire s'est manifestée dans la situation de Nadia lorsque tu l'as arrachée des griffes de son agresseur en lui envoyant des signaux. Que ton nom soit béni. Alors que le malheur atteint souvent le juste, cette grâce n'est pas accordée à tous, car plusieurs sont sujets aux enlèvements, aux meurtres, aux assassinats, aux viols, aux vols, aux crimes rituels, aux accidents de circulation et j'en passe. Nous voulons simplement, ô Dieu, t'appeler dans nos vies en ce matin
Nous qui empruntons chaque jour ces véhicules pour faciliter nos déplacements. Entre tes mains, nous déposons nos enfants, nos parents, nos sœurs, nos frères, nos amis, qui nous suivent partout dans le monde entier, afin que tu puisses garder nos allées et nos arrivées. Nous t'invoquons afin que tu nous exauces au jour de la détresse et que le nom de Jacob nous protège, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure